Salut la machine, t'es toujours au top? Dans ce nouveau thème de seconde, enjeux planétaires contemporains, agrosystème et développement durable, nous allons tout d'abord voir ce que c'est qu'un agrosystème et comment est-ce qu'il fonctionne. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cette première partie, sortons dehors et observons agro et écosystème. Agrosystème et écosystème, quelle différence? Nous avons à droite un écosystème, c'est-à-dire un ensemble d'éléments naturels constitués d'un milieu de vie, le biotope, et de l'ensemble des êtres vivants que l'on y trouve, la biocénose. À gauche, nous avons un agrosystème, c'est-à-dire un écosystème transformé par l'homme, dont le but est de produire ici, à travers la culture d'une seule espèce, une biomasse qui sera utile à celui-ci. Allez, petit jeu, je vous montre plusieurs systèmes, vous me dites si ce sont des agros ou des écosystèmes. Vous êtes prêts? On y va. Agro ou éco? Agro. En effet, c'est un verger contrôlé par l'homme. Et nos belles petites vaches? Agrosystème. Et ce système, me direz-vous? Il a l'air d'être naturel. Eh bien, en fait, non. C'est un agrosystème. C'est un pré qui est laissé en jachère et qui sera fauché à la fin de l'été pour produire du foin et nourrir les bêtes en hiver. Et celui-ci, agro ou éco? Agro. Et cet étang? Eh bien, contre toute attente, c'est un agrosystème. À chaque printemps, les propriétaires introduisent des alevins, c'est-à-dire de jeunes poissons, de manière à avoir suffisamment de réserves pour pêcher tout l'été. Et là, je vous fais pas un dessin, on va pas cultiver des plantes sous la mer. Et ce parc, éco ou agro? Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est un écosystème modifié et contrôlé par l'homme, mais dont le but n'est pas la production de biomasse utilisable par celui-ci. Ainsi, nos paysages sont constitués d'écosystèmes et d'agrosystèmes qui s'entremêlent. Écosystème, agrosystème, nous avons donc ici le même terme système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui fonctionnent les uns avec les autres. Dans ce cas, nous avons un système écologique et dans ce cas, nous avons un système agricole. Un écosystème correspond donc à l'ensemble des éléments naturels en relation les uns avec les autres, le milieu de vie qu'on appelle le biotope et les êtres vivants que l'on y trouve, la biocénose. Un agrosystème, c'est un écosystème modifié par l'homme dont le but est de produire de la matière utilisable par celui-ci. Comparons le fonctionnement de ces deux systèmes. Ces deux systèmes, même s'ils reçoivent la même énergie lumineuse et la même quantité d'eau de pluie, fonctionnent différemment. L'écosystème, prenons l'exemple d'une forêt, fonctionne en circuit fermé. En effet, la biomasse produite, soit environ 12 tonnes par hectare et par an, est majoritairement décomposée sur place, transformée en matière minérale qui retourne dans le système. On a une très faible proportion de biomasse exportée. Ça va être par exemple un groupe de chevreuils qui décide de changer de forêt, des oiseaux qui déménagent, etc. Dans l'agrosystème, la biomasse produite, environ 15 tonnes par hectare et par an, est majoritairement exportée, soit 12 tonnes par hectare et par an. Pourquoi faire? Pour l'utilisation alimentaire, des humains, du bétail, pour une utilisation non alimentaire. Donc tout ce qui sort du système, tout ce qui est extrait du système, c'est ce qu'on appelle les extrants. Une très faible partie de cette biomasse produite est décomposée sur place. Ça va être par exemple les feuilles, les tiges qui restent après la récolte. Donc ici vous voyez que si là on a un circuit fermé, là on n'a pas de circuit fermé équilibré. J'entends par ce fait que oui on a un circuit, mais on a quand même une grosse partie de la biomasse qui sort. Et pour compenser cette perte de matière, on va donc avoir une introduction de matière, c'est ce qu'on appelle les intrants. Ça va correspondre à l'eau d'irrigation, les semences, les engrais, oui, il faut en apporter parce que comme on exporte de la biomasse, la biomasse, c'est de la matière organique. Elle contient donc des sels minéraux. On a donc une perte de sels minéraux dans le système. Il faut donc compenser. Et comme on élève une seule espèce de végétaux ou d'animaux, il faut que tout ce qui est introduit soit profitable à cette unique espèce. Donc on va mettre des pesticides, c'est-à-dire des insecticides, des herbicides, etc., pour empêcher les autres plantes, les autres animaux de s'installer, pour que toutes les ressources disponibles soient pour l'espèce cultivée ou élevée. Et bien sûr, on va rajouter l'énergie de fonctionnement, carburant pour le tracteur, électricité pour les hangars, pour éclairer les vaches, pour le chauffage, pour les poules, etc. Donc vous voyez qu'on a deux fonctionnements, je ne dirais pas totalement différents, mais presque. Même si on reste sur le même principe, qu'on reçoit de l'énergie de l'eau, on utilise la matière pour produire de la matière. Ici, la matière circule en boucle, alors qu'ici, nous l'extrayons, nous la sortons pour nos besoins et nous devons donc compenser cette perte par des apports. On peut donc définir ici, pour l'agrosystème, ce qu'on appelle le rendement agricole, c'est-à-dire la récolte de l'agrosystème en tonnes par hectare et par an.
soit pour cet exemple 15 tonnes. Et pour ce système, peut-on parler de rendement écologique ? Parce qu'après tout, un rendement fait référence à quelque chose que l'on récolte. Eh bien, si nous, on récupère rien dans cet écosystème, les êtres vivants qui y vivent récoltent de la matière et s'en servent pour produire leur propre matière organique. On a donc différents niveaux de récolte. Ainsi, le rendement écologique correspond au rapport entre la productivité nette du niveau supérieur et celle du niveau inférieur de l'écosystème. Vous allez me dire, vous pigez pas ? Attendez, je vais vous réveiller les méninges. Vous vous souvenez ça ? Mais oui, primaire, sixième, la chaîne alimentaire ou le transfert de matière. Bon, allez, petit rappel. Petite carotte dans le sol, sels minéraux, eau, soleil, CO2, tac tac. La carotte, elle grandit, elle produit donc de la matière organique végétale qui va être mangée par le lapin. Le lapin est donc un herbivore, parce que vor, ça veut dire manger, herbi, de l'herbe, je vous fais pas un dessin. Et ce petit lapin, il va produire de la matière organique, cette fois animale, il va être mangé par un carnivore, carné veut dire viande, etc. Donc on a un transfert de matière, transformation de matière, jusqu'à un prédateur. Alors bien sûr, nous, on mange aussi de la matière organique végétale, et de la matière organique animale. Les voilà nos fameux niveaux de récolte et de transfert de matière. Donc le rapport entre la productivité nette du niveau supérieur et celle du niveau inférieur dans un écosystème est l'environ de 10%. Donc vous voyez, c'est pas très efficace comme système. Donc pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a que 10% d'efficience, travaillons sur quelque chose d'un peu plus sérieux niveau lycée. Nous allons dessiner ce qu'on appelle les réseaux trophiques d'un écosystème et d'un agrosystème. Un réseau trophique représente la circulation de matière et d'énergie au sein d'un système. À la base de ce système, nous avons toujours les producteurs primaires qui, à l'aide de l'énergie lumineuse, des sels minéraux, du CO2, de l'H2O, produisent de la matière organique végétale. Cette matière organique végétale va être consommée par des herbivores qui, à leur tour, vont produire de la matière organique animales. Eux-mêmes vont être consommés par des carnivores, etc., etc. À chaque passage de niveau, nous avons des pertes de matière, les restes des repas, et nous avons des pertes d'énergie suite à la respiration. De la matière organique a été consommée pour produire de l'énergie grâce à la respiration. Enfin, dans cet écosystème, tous les producteurs finissent par mourir et leur matière organique morte va être recyclée par les décomposeurs qui eux-mêmes subissent des pertes et des pertes d'énergie par respiration, mais les décomposeurs ont pour rôle de restituer la matière minérale au sol. Dans un agrosystème, si la base du système est identique, la grosse différence vient de l'absence des producteurs secondaires. Alors vous allez me dire, l'homme est un producteur secondaire. Oui, mais à la différence qu'il n'habite pas le système, il n'habite pas sur l'emplacement du champ où on a produit la matière organique végétale. L'homme va sortir cette matière du système. Alors bien sûr, une petite partie de la matière va être restituée, mais pour compenser cette perte, l'homme va être obligé de réaliser un rééquilibrage par des importations. Il existe 3 systèmes agricoles qui permettent d'obtenir une production primaire, voire secondaire si on fait de l'élevage. Ce sont les systèmes intensifs, extensifs et vivriers. Une fois de plus, pour comprendre la distinction entre les 3, sortons sur le terrain. Dans un système intensif, l'objectif est un rendement élevé et rapide. Pour ce faire, on optimise au maximum la surface utilisable et l'on rajoute au système de quoi permettre ce rendement. Engrais, eau, insecticides, herbicides dans le cas d'une culture, chaleur, antibiotiques, compléments alimentaires dans le cas d'un élevage. Ce système, s'il permet une grande production de biomasse, présente différents inconvénients. Augmentation du risque de transmission en cas d'épidémie, pas de repos périodique de la terre, présence de résidus d'insecticides ou d'antibiotiques dans les produits alimentaires et surtout une moindre qualité de ceux-ci. Le système extensif veille à une meilleure répartition des espèces élevées sur l'ensemble de la zone occupée. Cela génère moins de stress, moins de parasitage et nécessite moins l'utilisation de médicaments. La production est cependant moindre que dans le cas d'un système intensif. Enfin, le système vivrier, s'il est bien géré, est le système qui protège le plus le sol. Il permet à une famille d'être autosuffisante, mais que faire en cas d'intempérie ? Ce système, principalement utilisé au Moyen-Âge et à l'Antiquité, a montré ses limites. En effet, nous sommes nombreux sur la planète. Vous avez ici un graphique qui vous montre l'évolution de la population mondiale au cours du temps. L'unité ici, ce sont les millions. Et vous voyez qu'en 2050, donc, nous serons 9000 millions d'êtres humains sur la planète, soit 9 milliards. Et où est-ce qu'on va caser tout ce monde-là ? Il faut bien loger tout le monde, il faut nourrir tout le monde, ce qui veut dire que la surface cultivable disponible par habitant va diminuer. Faisons le point sur les surfaces terrestres.
13,3 milliards d'hectares qui ont été référencés en 2005. Sur ces 13,3 milliards d'hectares, il y a 1,5 milliard d'hectares qui correspondent aux terres cultivées, soit 11% de la surface. Si on ramène ces valeurs à un ratio, c'est-à-dire la surface de terre cultivable par habitant, ben vous allez voir qu'on va pas loin. En 1960, on avait 0,5 hectares par habitant. Actuellement, on tourne à 0,23 hectares par habitant. Vous voyez déjà que c'est 2 fois moins. Eh bien, figurez-vous qu'en 2050, on tombera à 0,15 hectares par habitant. Et là, on va avoir un sérieux problème. Et oui, si je matérialise ça par des petits personnages, voici 1 hectare de surface cultivable. En 1960, j'avais 2 personnes qui étaient nourries par 1 hectare. Aujourd'hui, 1 hectare va nourrir 4,3 personnes. Bon, je sais, je vous en ai mis 5, mais j'allais quand même pas couper un de mes personnages en morceaux. Et en 2050, ce même hectare devra nourrir 6,66 personnes, donc j'ai mis ici 7 personnages. Vous voyez tout de suite la problématique. Comment nourrir 7 personnes avec la même surface alors qu'en 1960, on en nourrissait 2? Alors cette culture intensive, elle nous permet de nous nourrir, mais tout cela n'est pas sans conséquences. Vous avez peut-être entendu parler du phénomène des marées vertes avec le développement des algues dues aux nitrates en Bretagne, l'eutrophisation des lacs, c'est-à-dire le développement à outrance d'algues ou de plantes qui vont étouffer littéralement les milieux lacustres. Enfin, sachez qu'aujourd'hui, 73% des fruits non bio, 41% des légumes non bio contiennent des pesticides et c'est une étude de 2018. Donc, oui, on nourrit tout le monde, mais attention, il va falloir trouver un système qui fasse que l'on puisse nourrir tout le monde sans mettre en danger notre santé.